Aujourd'hui, ces mystères sont encore inexpliqués. C'est surprenant, c'est mystérieux. Et c'est à ce moment-là qu'un bruit très étrange va être enregistré. Les clés du mystère sur Sud Radio. Les voyants, ces personnes qui ont des capacités extrasensorielles qui leur permettent de faire acte de clairvoyance. Les voyants, les médiums, ont-ils des limites ? Quels ont été les travaux effectués par des scientifiques et jusqu'où sont-ils allés ? Parle-t-on de dons, de capacités, de facultés, de sixième sens ? Aujourd'hui, ce sont plusieurs histoires incroyables que va nous raconter Yves Lignon. Bonjour Yves. Bonjour Emmanuel. Alors, plusieurs histoires qui ont été toutes le théâtre d'expériences scientifiques, c'est bien ça. C'est cela, mais il s'agit d'expériences spectaculaires et presque aussi attrayantes qu'un film de James Cameron. Ah, carrément. Vraiment. Parce que, il faut bien le dire, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand nous avons parlé de Madame de Châtelet, les expériences standards, ce que fait un scientifique quand il reçoit un voyant ou quelqu'un qui se croit voyant, c'est assez ennuyeux, ces affaires de jeux de cartes, et sur celle-là, quel est le symbole géométrique, et puis j'en ai 250 autres après, c'est assez ennuyeux. Or, on a remarqué depuis longtemps que pour avoir de bonnes expériences, il faut que ça plaise aux candidats en parapsychologie. Ouais. Et donc, après les tests standards qui permettent de détecter, de constater que finalement il y a quelque chose, on discute beaucoup avec le voyant en disant qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Est-ce que vous avez envie de deviner les pensées les plus secrètes du pape ? Ou bien les pensées les plus secrètes de Barack Obama ? Ou bien les pensées les plus secrètes d'un chef tribal au fin fond de l'Afrique ? Enfin, on discute avec eux, vous voyez. Et donc, on en arrive comme ça à mettre au point des expériences. Or, il y en a une expérience qui est la plus célèbre de toute la parapsychologie, je dirais parce qu'elle n'a été réussie que par 2 voyants et demi. D'accord. Et le troisième, c'est justement une troisième, Madame de Châtelet. Je vous raconterai pourquoi à son propos je dis demi. Parce qu'elle a réussi l'expérience, mais c'était pas exactement la chaise vide. Ah, c'est quoi cette histoire de chaise vide ? Alors, ce qu'on appelle la chaise vide, c'est très simple dans le principe. Vous voyez, imaginez une salle de réunion. Moi, je ne sais pas, le grand studio de Sud Radio. Oui, donc du monde, Yves Lignon. Voilà. Donc, le grand studio de Sud Radio. Oui. Et on va enregistrer une émission du duo des Noms. D'accord. Bon. Donc, les sièges sont prêts, mais la foule n'est pas encore là. D'accord. Bien, on choisit un siège au hasard. Et on demande aux voyants, dites-nous ce que vous savez, ce que vous devinez, bref, ce que vous voyez de la personne qui tout à l'heure occupera ce siège. Après l'enregistrement, il n'y a plus qu'à prendre la personne discrètement et lui dire le voyant a raconté ci, ça, est-ce que c'est exact ? C'est ça la chaise vide. Et donc cette expérience, dans toute l'histoire de la parapsychologie, n'a été réussie que par 2 personnes. Alors qu'elle a été expérimentée par... Non, parce que tout simplement, les autres voyants, ce que je vous disais en commençant, n'en avaient pas envie. Ah, d'accord, ça leur plaisait pas. Ça leur plaisait pas. Ça ne leur parlait pas. Non, il faut dire que c'est extrêmement hard. J'ai parlé du grand studio de Sud Radio qui va être rempli, quelqu'un va s'asseoir au hasard sur une chaise, on ne sait rien de lui. Ouais. On connaît simplement la chaise qu'il occupera. D'accord. Et il faut tout dire. Et avec suffisamment de détails pour que la personne puisse se reconnaître, puisse ensuite commenter en disant effectivement, ça ne s'applique qu'à moi. Et ces 2 voyants sont un Hollandais, Gérard Croiset, et un Français, Pascal Fortuny. Et puis donc un jour, j'ai eu envie de faire l'expérience de la chaise vide avec Madame de Châtelet, qui, comme d'habitude, a fait preuve de la plus grande disponibilité. Mais il y a eu un petit inconvénient méthodologique, comme on dit. Néanmoins, nous nous sommes bien amusés. C'est pour ça que ce sera la 3e histoire, celle par laquelle nous terminerons l'émission. Très bien. Et dans un instant, ce sera la première. Ce sera la découverte de ce voyant hollandais, ce médium, Gérard Croiset. On parle cet après-midi dans les Clés du Mystère d'expériences médiumniques, d'expériences en l'occurrence de la chaise vide. Alors d'abord, donc Gérard Croiset est donc un médium hollandais et c'est lui qui s'est expérimenté à cette chaise vide. Oui, ce médium hollandais, Gérard Croiset, est décédé en 1980 et il était suivi depuis plusieurs dizaines d'années par un professeur de l'université d'Utrecht, le professeur Tenaf.
Or, la spécialité de Gérard Croiset n'était pas la chaise vide. Ce sera le cas de Pascal Fortuny tout à l'heure. La spécialité de Gérard Croiset, c'était la recherche des personnes disparues. Oui. Et pas n'importe lesquelles, les personnes soupçonnées d'avoir disparu par noyade. Il était hollandais. En Hollande, il y a beaucoup de canaux. Oui. Et donc, il y a beaucoup plus de noyades que dans d'autres pays d'Europe. Des noyades accidentelles, la plupart du temps, bien sûr. Et donc, Croiset s'était fait une spécialité. Il était connu comme tel. Il était connu comme tel et il réussissait très bien. Bon, donc le professeur Tenaf supervisait tout ça Ouais. et il collaborait régulièrement avec la police. Et il a à son palmarès Croiset vraiment quelques belles pièces. La plus fameuse d'ailleurs, ça ne s'est pas passé en Hollande. Ça s'est passé au Japon. Il était allé assister à un congrès de parapsychologie scientifique au Japon et on l'a interviewé à la télévision. Et il y avait une histoire de petite fille noyée parmi les faits divers. Ouais. Et en plein direct, vous voyez, journal de 20 heures, Ouais. eh ben, il a dit, écoutez, levez-vous, suivez-moi. Donc, caméraman à l'épaule, vite, les voitures. Et il a conduit les journalistes à l'endroit où se trouvait effectivement le corps de la petite fille. Bon, mais Croiset, un jour, a dit de lui-même au professeur Tenaf, la chaise vide, ça m'amuserait. Là, vous m'avez montré des archives, vous m'avez parlé de ce Pascal Fortuny qui accumulait les succès sur ces histoires de chaises avant la guerre. Ben moi, j'ai envie d'essayer. D'accord. Ça lui parlait ou vraiment il avait Ah envie oui, de se frotter à la difficulté? ça l'amusait, oui, voilà. Et donc, nous étions, il a dit ça à Tenaf, à l'occasion des fêtes de fin d'année. Vous voyez, ils avaient une rencontre amicale, le voyant et l'universitaire. Et il lui a dit comme ça, machinalement, dites donc, professeur, nous nous souhaitons une bonne année. Et si je faisais la chaise vide l'année prochaine? D'accord. Et le 6 janvier, Tenaf a tout mis en place. Donc, nous étions à Utrecht. On a commencé par décider que l'expérience se déroulerait à La Haye. Ça diminuait le nombre de chances que Croiset ait pu connaître par hasard la personne qui allait être la cible. Donc, le 6 janvier à Utrecht, on demande à Croiset de décrire la personne qui occupera la chaise numéro 9 dans une salle de réunion de 30 personnes Ouais. lors d'une réunion qui se tiendra presque un mois plus tard, Ouf. le 1er février, Ouais. et à bonne distance de là, à La Haye. Et Croiset fait une description d'une jeune femme. Il donne... Ah oui, parce que alors, pardon Yves Lignon, mais enfin, l'expérience de la chaise vide, c'est pas le voyant qui se poste devant la chaise, c'est Ah ben à non. distance même. Pour Croiset, c'est à distance et à l'avance. Et à l'avance, Et- un mois presque avant. Oh, c'est incroyable. Oui, c'est incroyable. Et donc, Croiset, je vais vous donner les détails. Croiset fait la description d'une jeune femme. Oui. Voilà, et en disant, écoutez, je ne sais même pas de quelle réunion il s'agit. Il s'agissait de la réunion d'une œuvre caritative. Ouais. Je ne sais pas dans quelle salle ça se passera, mais vous me dites qu'il y aura 30 chaises, qu'il y en a une qui sera numérotée 9. Et bien, sur cette chaise, il y aura une dame qui correspondra à cette description. Et nous sommes toujours, donc, le 6 janvier. Et donc, Croiset déclare, ce sera une dame d'âge moyen. D'âge moyen, ça veut dire 30 ans, 40 ans? D'âge moyen, il est poli. Il dit d'âge moyen. Hein, on Oui, mais verra ça, quel âge elle avait, la dame, après. Ah bah, oui, mais c'est trop facile, là. À un moment donné. Non, qu'est-ce qu'il Non, entendait par là? il dit d'âge moyen, c'est-à-dire ni trop jeune, ni trop âgé. C'est ça, 30-40 ans. 30-40 ans. Ok. On verra ensuite Ok. quel âge elle aura. D'âge moyen, qui, dans son enfance, est allé souvent au spectacle de cirque, Oui. parce que son père aimait ça, et qu'elle ne l'aimait pas trop. Ok. Et en plus, il n'allait pas voir le papa n'importe quel cirque, il avait vraiment des goûts ciblés, il allait voir le cirque strasburgien. Ok. Et il ajoute, de plus, cette dame a vécu dans une ferme où l'on fabriquait du fromage, une ferme qui a été incendiée. Oh. Voilà, c'est fini. On enregistre Ouais. sous procès verbal et on attend le 1er février, la fameuse réunion. Eh bien, 1er février, fameuse réunion. Les portes s'ouvrent. Oh, attendez, on commence par tirer au sort la numérotation des chaises. Puis, on tire au sort, on numérote aussi les personnes. Donc, on tire au sort qui occupera la chaise numérotée 9. Ah. Et finalement, sur la chaise numérotée 9, s'assied une dame, on lui lit ce qu'avait déclaré Croiset, Ouais. et elle répond, j'ai 42 ans, Oui, âge mon moyen. père m'a mené au cirque strasburgien,
On fabriquait du beurre et du fromage dans la ferme où j'ai passé mon enfance. Oui. Mon fils a vécu dans une ferme sur laquelle la foudre s'est abattue et qui a été incendiée. Et elle donne ainsi tous les détails. Il y en avait d'autres. Moi, je suis allé à l'essentiel. D'accord. Et donc, Croiset, qui avait envie de s'amuser avec la chaise vide, a vraiment, si j'ose dire, à propos d'une chaise, mis dans le mille. Expérience de la chaise vide, expérience carrément surprenante. Autre fait, événement surprenant dans un instant dans les clés du mystère. Paranormal, phénomènes étranges, histoires fantastiques. Les clés du mystère sur Sud Radio. Et dans les clés du mystère cet après-midi, on parle de l'expérience de la chaise vide. On parle donc de voyants qui s'essayent à la difficulté. Vraiment, c'est vraiment une expérience très très difficile. Oui, puisque finalement, les voyants, en général même les vrais voyants, n'ont pas envie de la tenter. Mais ça n'a rien d'extraordinaire, on ne va pas leur reprocher, si vous voulez. Oui, ça leur parle pas. On ne demande pas à un bon joueur sportif d'aller battre le record du monde D'échecs. s'il ne se sent que du niveau du record de France. Oui, tout à fait. Et donc, le second voyant qui a vraiment réussi la chaise vide, d'ailleurs, l'expérience a été conçue pour lui, c'est Pascal Fortuny. Alors, qui était-il? Eh bien, Pascal Fortuny, c'est déjà un personnage extraordinaire. Oui. Sa biographie serait longue, serait passionnante. Toujours vivant? Non, il est mort vers 1960. Pour vous donner un détail, il parlait, je ne sais plus combien de langues, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah oui, quand même. Et puis un jour, c'était en 1913, il a eu envie d'apprendre le chinois. Oui. Et il s'est dit que le meilleur endroit pour apprendre le chinois, c'était la Chine. Oui, sans doute, oui. Donc il est parti avec femme et enfant, il est revenu 3 ans après, il parlait le chinois. On est en 1913, c'est quand même pas très courant. Voilà, il est revenu en 1916, pendant la guerre, il avait plus de 45 ans, donc il était trop âgé pour être mobilisé. Oui. Et c'était quelqu'un qui avait fait des études extrêmement brillantes, qui avait attiré l'attention, et qui avait même, avant de devenir voyant, si vous voulez, une bonne notoriété comme critique d'art. Il faisait aussi jouer des pièces de théâtre, vous voyez, il signait souvent des articles dans les journaux. Bien sûr, maintenant, cet aspect de sa vie est complètement oublié, mais nous avons oublié tous les journalistes d'il y a plus de 80 ans. Bien sûr. Et donc, c'était quelqu'un qui avait sa notoriété, et puis voilà. Si lui n'est pas mobilisé, son fils est mobilisé. Et en 1919, l'année qui a suivi la fin de la guerre, son fils, qui est toujours sous les drapeaux, meurt tragiquement. Il meurt tragiquement parce qu'il était aviateur. Et pour fêter le 14 juillet, il s'envole dans un de ces avions de l'époque, vous savez, ces coucous, en tenant un drapeau tricolore à la main. Le drapeau s'enroule autour de l'hélice. C'est l'accident. Et donc, Pascal Fortuny perd son fils. Et ça le démolit complètement. Et c'est à la suite de cela qu'il s'est un peu penché vers le spiritisme. Ah ben, on était en plein dans l'époque mouvement Ben spirit. Oui, on était à la grande époque du spiritisme, et puis c'était pour lui une consolation, bien que ce soit vraiment... Il était plutôt matérialiste, mais c'était une consolation. Et que peu à peu, il a eu l'impression de se découvrir des dons de voyant. D'accord. Alors, il a pris contact avec des scientifiques, mais ces contacts avec ces scientifiques le satisfaisaient lui, parce qu'il était profondément honnête. Il a rencontré notamment un médecin, un chercheur de l'époque, le docteur Osty, et il disait au docteur Osty, voyez, je vais dans un groupe de personnes, je sais pas, il y en a une, je la sens, et je vais pouvoir parler de sa personnalité. Et effectivement, c'était assez stupéfiant. Mais ça ne satisfaisait pas le docteur Osty. Le docteur Osty disait, mais après tout, je ne vous soupçonne pas, cher monsieur Fortuny, mais qui sait si ce monsieur, si cette dame n'est pas un complice. Vous me faites ça comme ça, vous me dites, prenons un groupe, je choisis quelqu'un au hasard. Oui. Et puis, le docteur Osty disait aussi, d'autre part, c'est la personne elle-même qui confirme. Quand vous dites telle ou telle chose. Comme ci, comme ça. Alors ça ne va pas du tout, parce qu'on ne peut pas être à la fois juge et partie. Oui. Ça ne va pas du tout. Et c'est là que le docteur Osty a eu l'idée de la chaise vide. Donc l'expérience de la chaise vide a été inventée par le docteur Osty à l'intention de Pascal Fortuny. Vous êtes en train de nous raconter la genèse donc de l'expérience de la chaise vide. Et Pascal Fortuny a dit d'accord, moi j'ai rien à craindre, quand est-ce qu'on commence? D'accord. Et on s'est mis au travail. Alors, il y a eu les expériences de la chaise vide, et il y en a eu plusieurs avec Pascal Fortuny, il y en a eu plusieurs dizaines. Et des expériences qu'il a réussies? Il y a eu un bon pourcentage de réussite. Vous voulez des chiffres? Bien sûr. Écoutez,
il a fait 136 expériences. Ah, il avait pas Pascal peur. Fortuny. Il y a eu 48 échecs. 48 échecs, ça veut dire, 40%. là, la personne ne se reconnaît pas. 42 succès partiels. Oui. C'est-à-dire, on constate que la personne, oui, il y a des choses exactes et il y a des choses fausses. Et 46, ce qui fait quand même le tiers, 33%, mathématiquement c'est significatif, 46 succès total. Alors, je ne vais pas vous raconter les 136, ni même les 46 succès totaux, Ouais. mais je vais vous en raconter un qui est particulièrement joli. Allez, l'expérience particulièrement jolie de la chaise vide avec Pascal Fortuny dans un instant dans les Clés du Mystère. On parle de voyance cet après-midi dans les Clés du Mystère avec Yves Lignon. On parle de l'expérience de la chaise vide, c'est-à-dire demander à un voyant de dire qui s'assiera donc sur cette chaise qui est actuellement vide et la personnalité de la personne en question. On a vu donc l'expérience de la chaise vide avec le médium hollandais Gérard Croiset. On a rencontré cette personnalité qui était donc Pascal Fortuny, qui est donc décédé. Dans les années 60, Voilà. une cinquantaine d'années. Et vous nous parliez d'une expérience Voilà, donc particulièrement parmi jolie. les 136 expériences Oui. auxquelles Pascal Fortuny a accepté de participer, Oui. j'en ai choisi une. Et je vous emmène donc le 21 avril 1926, Oui. disons vers 15h30 à Paris, avenue Niel. Donc dans un quartier extrêmement chic. Eh bien, si vous étiez passé par là ce jour-là, Emmanuel, vous auriez constaté que devant un certain immeuble, qui était celui d'un centre de recherche en parapsychologie, il y avait une foule Inhabituel. inhabituelle et prête à se disputer. Il y avait bien 200 personnes qui se bousculaient, qui se faisaient la gueule. Pourquoi ? Parce que les expériences de Pascal Fortuny avec la chaise vide étaient annoncées à l'avance et donc le public pouvait venir et occuper les fameuses chaises, etc., etc. Et donc, on avait annoncé que l'expérience aurait lieu à 16h et 1 heure avant, et qu'il y aurait 150 places disponibles. Ben, 1 heure avant, les gens commençaient de se disputer. Quant à Pascal Fortuny, lui, il était au calme. Il était rentré dans l'immeuble de cet institut à 14h30, et avec le docteur Hosty, on avait tiré une chaise au sort, et Pascal Fortuny avait commencé à dire, voilà, c'est une dame qui occupera cette chaise, jeune, connue pour être intelligente. Elle a annulé récemment 2 projets de voyage de vacances, dont l'un dans l'est de la France. Elle est soignée pour des troubles hépatiques, pour des maux d'oreille, de la gorge et du nez. Elle a été blessée par le port d'une ceinture médicale. Elle sort d'un conflit d'ordre professionnel dont son mari a beaucoup souffert. Et elle vient de recevoir la visite imprévue d'un ami de sa famille qui arrive du Brésil. Du Voilà. Brésil. Ben, c'est clair et précis. Hein. Voilà. Et fourni même. Donc, le Pascal Fortuny dit ça à 14h30. Oui. C'est dactylographié. Et on attend. Et donc, 15h45, les portes s'ouvrent. Une bousculade extraordinaire. Les gens s'installent. Alors, soit dit en passant, c'est très très intéressant ça, parce que pour l'occupation des chaises, c'est beaucoup mieux qu'un tirage au sort. C'est-à-dire Les gens se bousculent, chacun se met n'importe où, on se mettrait presque sur les genoux les uns des autres. Bon, le docteur Hosty arrive en compagnie de Pascal Fortuny, et on commence la lecture de ce que le voyant a dit à peu près 1 heure auparavant, qui a été donc noté dactylographié. Eh ben, la dame répond que tout est exact. une dame dans l'assistance. Non, la dame qui est sur la Qui est chaise, sur la chaise, en d'accord. question. Ok, parce que la chaise Voilà. est numérotée également. Voilà, la chaise est numérotée. Donc, D'accord. le docteur Fortuny lit ça, puis dit, madame, qui êtes sur la chaise numéro tant, eh bien, est-ce que c'est exact? La dame répond, c'est parfaitement exact. Et elle ajoute, jusqu'au dernier moment, j'ai manqué de ne pas venir. Ouais. On me parlait partout de cette expérience, mais j'avais des obligations, j'ai hésité, et ce n'est qu'en tout début d'après-midi que j'ai pu me dégager d'une de mes obligations, donc je suis venu. Et alors, par conséquent, je suis arrivé parmi les derniers. Dans la bousculade, la dame ajoute, je me suis retrouvé sur cette chaise sans savoir comment. Et la dame a dit très exactement, c'est la foule qui m'a imposé la chaise où je me suis assise. Alors, je
je le disais tout à l'heure, en matière de choix au hasard, une chaise, y a pas mieux, oui. on peut difficilement faire mieux. Mais tout était parfaitement exact. L'ami venant du Brésil, le problème professionnel qui avait beaucoup affecté le mari, les soucis médicaux, tout était exact. Et c'était ça, Pascal Fortuny. Et donc, il l'a fait à 136 reprises. D'accord. Alors, c'était quelquefois sérieux, quelquefois ça ne marchait pas. En gros, 1 fois sur 3, ça ne marchait pas. Et puis, quelquefois aussi, ça pouvait être un peu amusant. Alors là, vous l'avez dit, c'était une expérience sérieuse, stupéfiante, mais dans un instant, on va voir donc les expériences amusantes. Sud Radio, les clés du mystère. Dans les clés du mystère, la voyance et l'expérience de la chaise vide. Expérience qui parfois est rigolote. Oui, donc toujours avec Pascal Fortuny, Oui. et toujours au cours de cette année 1926, mais au mois de mai. Donc on recommence l'expérience de la même manière que ce que je vous ai raconté tout à l'heure. Et là aussi, sur la chaise en question, il y a une jeune dame. Et donc on commence à lui demander, est-ce que ce portrait psychologique qui a été fait vous correspond ? Et la dame fait que répéter non. Ouais. Ah, donc c'est un échec. Okay. Bon, mais il n'y a pas de quoi, évidemment, fouetter un chat. Et à 3 ou 4 chaises à côté, il y a un monsieur qui commence à devenir rouge, à s'agiter, à faire de grands signes au docteur Rosti, là, qui lit le fameux papier dactylographié. Puis il est tellement agité qu'on se dit, mais c'est un malade, quoi. Nous tenons l'entrée libre, nous avons peut-être tort. Oui. Bon, Hosti raconte qu'il a très vite interrompu la séance pour qu'on passe à autre chose, que les gens s'en aillent, etc. Voilà pas que le lendemain, le monsieur lui demande un rendez-vous. Ouais. Il dit, vous vous trouvez un peu agité. Et Hosti fait, oui, votre comportement m'a paru bizarre. Ben, dit le monsieur, c'est qu'en réalité, ce que disait votre voyante, ça s'appliquait pas à la dame, ça s'appliquait à moi. Donc cette fois-là, Pascal Fortuny s'est trompé de chaise. Ouais. C'est vrai que c'est un risque. Et donc, il y a des risques dans cette expérience. Ouais, mais tout ce qu'il avait dit, en revanche, était quand même vrai. C'était exact. C'était juste mais ça s'appliquait pas à la personne qui était sur la chaise tirée au sort. Ça Ouais. s'appliquait au monsieur qui donc s'énervait et qui justement avait envie qu'on se taise. On disait certaines choses qui ne lui plaisaient pas. Bon, alors justement, c'est le risque de cette expérience. Oui. C'est pour ça que moi, je ne l'ai tenté qu'une fois avec Madame de Châtelet. Et avec ce qui s'est passé, qui a été très amusant, mais qui m'a donné à réfléchir, j'ai juré que je ne recommencerai plus. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Donc c'était à Perpignan, dans une maison des jeunes, on donnait une conférence et j'avais proposé à Madame de Châtelet de venir avec moi pour que nous réalisions l'expérience de la chaise vide. Ouais. Alors, je dis que ça n'a été qu'une demi-expérience, parce qu'il y a eu un problème de numérotation, de tirage au sort des chaises. Et donc, les gens sont rentrés avec un ticket portant un numéro, mais les chaises n'étaient pas numérotées. Ah. Donc, ils se sont assis au hasard, bien entendu. Et on a dit, on va essayer de faire l'expérience en direct, comme Madame de Châtelet ne l'avait jamais fait non plus, devant un groupe. Donc, on va tirer au sort des numéros. Les gens se lèveront, et puis elle essaiera de parler comme si ça avait été la chaise. Alors on commence, première tentative, ça ne marchait pas du tout. Quand on demandait aux gens, est-ce que ça vous correspond? Non, oui, vaguement. Et ça. Et puis à un moment donné, on tire un numéro, le 17, je m'en souviendrai toute ma vie, et se lève un monsieur, très digne, costard bleu marine croisé, rosette à la boutonnière, cheveux blancs coiffés en arrière, vous voyez le genre. Et là, comme toujours avec Madame de Châtelet, comme la fois de l'épouse du journaliste que j'ai raconté dans une autre émission, paf, le flash part. Elle dit « Monsieur ». Ouais, mais alors là, elle s'adresse directement à cet homme-là. Elle s'adresse directement à lui, comme on n'avait pas pu numéroter les chaises. C'est ça. Donc c'est pour ça que je dis c'est pas une vraie expérience de chaise vide. Et elle dit « Monsieur, hier vous êtes allé chez le notaire et vous êtes très mécontente de votre entretien. » Alors évidemment, moi, dans mon rôle, je me préparais à parler, à dire au monsieur « Est-ce que vous confirmez ou est-ce que vous ne confirmez pas ?» Je n'ai pas eu le temps. Parce que le monsieur était venu avec une dame, que je suppose être son épouse, qui était assise à côté de lui, et on a entendu un hurlement féminin, espèce de salopion, je savais bien que tu allais chez le notaire sans me le dire. Oh mon Dieu.
Donc, dans une salle de maison des jeunes pleine. Le monsieur écoute. Alors, c'est là qu'on a compris que c'était son épouse. Écoute, chérie. On a entendu chérie. Je t'expliquerai. Et ils sont partis, évidemment, extrêmement confus. Le monsieur surtout. C'est sûr, oui. Mais je me suis dit que l'expérience de la chaise vide, elle avait quand même des inconvénients sur le plan éthique. Ouais, Il y a le risque. C'est pour ça que le docteur Rosti, justement, faisait les choses à l'avance. Comme ça, on notait tout par écrit. Et si on pensait qu'il y avait quelque chose de scabreux ou touchant à l'intimité, on recommençait. Mais là, on a voulu le faire en direct, en bricolant, etc. Et j'aime autant vous dire que la madame du monsieur, vraiment, elle n'était pas contente. Ah oui, mais en même temps, on vient pas avec sa femme. Qu'est-ce que vous non, voulez on vient pas avec sa femme, ou on ne lui cache pas qu'on va chez le notaire, ou si on va chez le notaire pour trafiquer, on s'y promet. Enfin, en tout cas, on tâche de ne pas croiser une voyante comme Yolande de Châtelet le soir même. Allez, la suite des clés du mystère dans un instant sur Sud Radio. Ah là là, Yves Lignon, l'expérience de la chaise vide avec les voyants. En même temps, bon, des voyants qui veulent bien se produire en public devant témoins, a priori, c'est un gage de sérieux, quoi, non? Non. Ou d'habileté. Oui. Et il y en a beaucoup de ces voyants. Il y en a beaucoup de ces voyants. Par contre, on ne les voit pas dans les laboratoires. Dans les grandes villes, il y a des réunions qui sont organisées. Moi, je vis et je travaille dans une grande ville. Quand un voyant se produit, qui l'empêche, s'il se produit en soirée, de me rencontrer dans l'après-midi, s'il se produit dans l'après-midi, de me rencontrer en soirée. Mon engagement est clair. Si ça marche, on le dira. Oui. Si ça ne marche pas, je me tairai. Parce qu'après tout, bon. Or, l'engagement est honnête. Ces voyants, je ne les vois pas. Il s'agit de les voir pas en chair et en os. Et donc, il faut être extrêmement méfiant. À partir du moment où une personne se dit voyante et craint les scientifiques, non pas en général, mais les scientifiques qui font de la parapsychologie, les gens comme moi, on ne peut que s'interroger. C'est un peu trop facile. Remarquez bien que les expériences dont je vous ai parlé aujourd'hui sont extrêmement contrôlées. Si vous voulez, moi, je me produis en public, qui ne suis pas voyant, et je me ferai passer pour un voyant. Oui, non, mais on peut, après, c'est la description qui est intéressante. Il y a une technique qui s'appelle la lecture froide. Ah, qu'est-ce que c'est? Alors, ça consiste d'abord à sélectionner le public, à pas prendre n'importe quel public. Bon, donc vous pouvez choisir un public de personnes endeuillées. Vous laissez entendre que vous, le voyant, communiquez avec les esprits décédés. Dans une grande ville, vous trouverez toujours un nombre suffisant de personnes qui sont traumatisées par un décès. Qui n'ont pas fait le deuil donc ces personnes viendront. Vous montez sur l'estrade et vous attaquez en disant « Ah, les esprits arrivent » ou « Je sens un enfant ». Je sens un enfant, l'esprit d'un enfant est là. Dans votre public, vous avez forcément, c'est statistique, des gens qui ont perdu un adolescent, accidentellement, comme meurent souvent les adolescents, ou un enfant très jeune de maladie. Donc des gens qui sont traumatisés. Vous dites « Je sens un enfant », vous allez voir certaines personnes s'agiter. Vous allez les repérer, c'est affaire d'habileté. Il y en a, mettons, 6. Vous dites « Ah, c'est un garçon ». Il n'y en a plus que 3 qui s'agitent. On sent le statisticien qui parle là. Vous vous ciblez sur ces 3 et vous allez finir par ne plus vous adresser qu'à une, à lui sortir des phrases standards du genre « J'entends votre enfant qui me parle, il vous dit « Oh papa, oh maman, ne pleurez pas, là où je suis bien ». Est-ce qu'il y a besoin d'être voyant pour tenir ce genre de discours? Mais par contre, pour tenir ce genre de discours, il faut avoir vraiment le don de l'escroquerie. Parce qu'on exploite quand même la détresse morale et psychologique des gens. Et donc, c'est tout à fait inacceptable. Alors, écoutez, je vais le dire très brutalement, des voyants se produisant en public en France, il n'y en a pas un seul qui ait rencontré des parapsychologues scientifiques comme moi depuis 35 ans. D'accord. Et si c'est pas le cas, alors qu'il se manifeste. Voilà. Maintenant, encore une fois, les portes des laboratoires de recherche sont ouvertes. D'accord. Et ben ça, au moins, c'est dit. Et ça fait du bien pour ça, cette émission. Allez, on vous donne rendez-vous demain dans les Clés du Mystère entre 13h30 et 14h30. Notez bien sûr que cette émission est podcastable sur le site internet sudradio.fr. À demain. Bye bye. 13h30, 14h30. Les Clés du Mystère sur Sud Radio.